rareté s'ils tiennent absolument à avoir un enfant plus violent que d'autres après. Bon, voilà le genre de questions qui sont examinées dans, dans ce numéro. Et puis alors il y a eu toute une série de réflexions qui ont été menées soit par des biologistes, soit par des commentateurs des progrès de la science. Voici une de ces contributions. Bertrand Jordan, Les imposteurs de la génétique. Bertrand Jordan est lui-même un généticien et il a publié en 2000 ce livre. Alors en fait, il est rare que les scientifiques parlent de gènes de la violence. Ils sont trop prudents pour le faire et ils savent surtout qu'un comportement n'est jamais déterminé à lui seul par un gène. Et donc, Bertrand Jordan passe en revue des arguments qui sont développés, des thèses qui sont développées par ce courant de pensée et essaye de repérer ce qui mérite qu'on s'y attarde et puis ce qui relève franchement de l'idéologie. Alors, malgré tout, je pense que ce n'est pas parce qu'il y a des charlatans parmi les médecins que tous les médecins sont des charlatans, et donc, si on applique le même raisonnement à ce type de publication, eh bien, ce n'est pas parce que certains discours peuvent être des impostures qu'il faut rejeter tous les résultats qui sont évoqués. Et en tout cas, je crois qu'il vaut la peine de se pencher en détail sur les arguments qui sont développés ici et voir quel genre de réponse on peut leur apporter, et notamment s'il n'y a pas des réponses qui pourraient venir d'un laboratoire de psychologie comme Epsilon. Alors, du côté de la méthode, il faut donc examiner en détail ces résultats. En ce qui concerne l'article sur les fondements biologiques de la colère, la question préalable qui se pose, c'est de savoir comment exactement les auteurs ont procédé. Alors, ils partent de l'idée générale que des gènes pourraient être associés à certains traits de caractère non pathologiques, comme donc la colère. Et puis, ils identifient un gène particulier, le gène DRPP32, et ce gène est connu pour être impliqué dans certaines pathologies, comme l'addiction aux drogues et la schizophrénie. Le gène DRPP32 est situé sur le chromosome 17 de l'homme et on trouve un homologue chez la souris sur le chromosome 11. Il code pour une protéine qui régule le niveau de réponse à la dopamine. Ce n'est pas un récepteur de la dopamine, et c'est une protéine donc, qui est impliquée dans sa régulation, et donc ça a malgré tout à peu près le même genre d'effet. Alors les données qui sont connues, c'est que ce gène existe sous deux formes qui sont identifiées par un polymorphisme sur un nucléotide unique qui peut être soit un C, une cytosine, soit un T, une thymine. On a donc trois génotypes possibles, puisqu'il y a deux gènes, deux exemplaires du même gène dans chaque cellule, le génotype TT, le génotype TC ou le génotype CC. En présence de l'allélité, il a été montré avant ces études qu'on avait une association statistiquement significative toujours avec des cas de schizophrénie. Et la question que pose l'équipe de Bonn, c'est est-ce que le même génotype n'est pas associé à des comportements non pathologiques comme la colère. Et donc l'équipe a procédé de la façon suivante, ils ont recruté 838 volontaires sains, sur chacun d'eux, donc non schizophrènes, non amateurs de drogue, etc. Et sur chacun d'eux, ils ont effectué 3 tests différents, un test psychologique, un test biologique et un test génétique. Le test psychologique est le test de personnalité défini par Jaak Panksepp. Nathalie, tu connais sans doute ce test, ANPS, Affective Neuroscience Personality Scale, et il consiste en un questionnaire présentant 110 entrées auxquelles il est répondu sur une échelle de Likert en 4 points. Le test génétique repère le génotype de la personne sur le gène DARPP32, donc soit TT, soit CT, soit CC, et ceci à partir d'un extrait de salive. Le test biologique consiste à déterminer le volume de l'amygdale, qui est censé être la structure biologique permettant d'éprouver, de ressentir des émotions. Alors voici à peu près l'allure que ça a. Je
crois pas que ce soit exactement le bon test, mais peu importe, puisque de toute façon, je crois que vous ne pouvez pas lire. Mais il y a donc un certain nombre de questions, et puis on coche si on est tout à fait d'accord, pas du tout d'accord, moyennement d'accord, etc. Résultat, sur les 838 personnes testées, une corrélation statistiquement significative apparaît entre la propension à la colère, paramètre donc qui s'appelle Eiger du test ALPS, le génotype TT ou TC, c'est-à-dire présence de l'allèle T du gène versus le génotype CC, l'absence de l'allèle T, et troisièmement, le volume de l'amidale. Autrement dit, les personnes qui possèdent au moins un gène de type T ont une amygdale plus développée et ont une propension à la colère plus élevée. Conclusion de l'article, le tempérament colérique est en partie sous la dépendance d'un déterminisme génétique, ce que les philosophes classiques appelaient notre nature, peut être donc plus précisément déterminée comme notre nature génétique. Et les auteurs complètent leur étude par des considérations sur la génétique des populations humaines, et c'est là qu'on rejoint directement les problématiques de Sloterdijk. Ils sont allés rechercher la fréquence de l'allèle T dans les populations occidentales, européennes. Et ils ont donc déterminé la fréquence de l'allèle TT, CT et CC dans les populations humaines, et ils trouvent qu'elles sont plus élevées dans les populations européennes, 85% à peu près, sont porteurs de l'allèle T, donc à l'état homozygote ou hétérozygote. Et finalement, les auteurs se demandent, au bout de cet ensemble de démonstrations, si la colère est bonne ou mauvaise. Donc tout à fait la question d'Aristote il y a quelques dizaines de siècles, enfin plusieurs dizaines de siècles. Il remarque que la colère peut avoir une certaine utilité et pose donc sans le savoir apparemment le problème que posait déjà Aristote et les stoïciens. Existe-t-il des bonnes colères? Donc la génétique n'a en fait pas beaucoup fait progresser le débat éthique. Alors je reviens sur l'Acrasia. L'Acrasia n'est donc plus pensée comme un conflit entre la raison et la passion, mais comme un conflit entre la nature et la culture. C'est parce que le contexte, au sens large, environnement plus culture, dans lequel je me trouve, présente un désaccord avec ma nature, que cette dernière se comporte d'une manière acratique. Donc on a entièrement changé de référentiel. Donc pour résumer la problématique contemporaine, les uns disent la personnalité de chacun est déterminée par sa culture, les autres disent c'est notre être biologique qui est ultimement le produit de nos gènes qui détermine notre comportement. Les deux thèses ne sont pas incompatibles, mais selon qu'on prête plus d'attention à la première ou à la seconde, on va regarder les comportements humains de façon différente. Alors, je voudrais, avant d'en venir à ce que nous pourrions, ce que nous sommes en train de réaliser pour contribuer à ce débat, je voudrais en venir à une expérience de pensée. Les philosophes n'ont pas beaucoup d'expérience en réalité, mais ils peuvent faire des expériences de pensée. Alors, je voudrais vous proposer celle-ci. Supposons deux jumeaux, des vrais jumeaux, donc exactement identiques du point de vue génétique, avec quand même une différence sur le gène DRPP32. L'un d'eux porte l'allèle C et l'autre l'allèle T. Bon, c'est impossible à réaliser concrètement, mais on peut l'imaginer. Et on pratique le test qu'a réalisé l'équipe allemande, le test ALPS, vers 25 ans, disons, chez ces jumeaux. Supposons que nous trouvions les résultats que nous pouvons attendre, ayant lu l'article de Reuter et ses collaborateurs. Le plus colérique des deux, alors, est celui qui porte l'allèle T. Supposons que nous renouvelions l'expérience un grand nombre de fois et que nous trouvions à chaque fois la même chose. Question, est-ce qu'on peut en conclure que l'allèle T
de DRPP32 est responsable du caractère colérique? Eh bien, à mon avis, la réponse est non. On ne peut pas conclure ça. On ne peut pas conclure ça parce que même si les deux jumeaux ont été élevés ensemble, dans les mêmes conditions, le fait que l'un d'eux ait simplement tendance à se mettre un peu plus facilement en colère va faire que très vite, il va se mettre dans des situations spécifiques qui vont elles-mêmes laisser leur empreinte sur sa personnalité, repérable sous la forme de souvenirs personnels. Donc il sera impossible d'assigner à ces expériences particulières ou aux gènes la forme particulière de sa personnalité.